Dans la nuit du 14 au 15 avril, 7 installations militaires iraniennes ont été frappées simultanément, dont 3 bases de missiles balistiques considérées comme le cœur même de la puissance de frappe de Téhéran. Et quand le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique a prononcé les mots « mesures stratégiques de représailles », les analystes à Washington ont immédiatement compris que cette formulation ne désignait pas des drones supplémentaires. Elle désignait quelque chose de beaucoup plus grave. Quelque chose que l'Iran n'a jamais officiellement admis posséder. Tout a commencé, selon les premières reconstructions des services de renseignement américains et israéliens, dans les jours précédant le 14 avril. Des images satellites avaient révélé une activité inhabituelle sur au moins 4 sites de lancement mobile de missiles dans les provinces d'Isfahan et de Semnan. Des convois de véhicules transportant ce que les analystes ont identifié comme des lanceurs de missiles Shahab 3 capables d'atteindre Israël, l'Arabie saoudite et les bases américaines dans la région, se déplaçaient de nuit, changeant de position toutes les 48 heures. Ce comportement, caractéristique d'une préparation à un tir imminent, a déclenché une série d'alertes au niveau le plus élevé du commandement central américain, l'USCENTCOM. En parallèle, des drones Shahed 136, ces engins à faible coût mais redoutablement efficaces, utilisés massivement en Ukraine par la Russie, avaient été repérés en cours d'assemblage dans des hangars souterrains à proximité de Kashan. Des Mohajer 10, drones de reconnaissance et de frappe de longue portée, étaient également signalés actifs au-dessus du golfe Persique, surveillant les mouvements de la flotte américaine. À bord de l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions de classe Ford, déployé dans le Golfe depuis plusieurs semaines, l'état d'alerte avait été relevé au niveau 2. Les pilotes dormaient en combinaison de vol. À 2h14 heure locale, les premières explosions ont retenti à 60 km au sud d'Isfahan. Ce n'étaient pas des missiles balistiques, c'étaient des Tomahawk, des missiles de croisière tirés depuis des sous-marins de classe Ohio, positionnés dans les eaux profondes du golfe d'Oman, hors de portée des radars iraniens côtiers. 24 Tomahawk ont été tirés dans la première vague, ciblant avec une précision chirurgicale les dépôts de carburant et les systèmes de guidage des rampes de lancement de missiles Sajil 2, des missiles balistiques à propergol solide, donc prêts au tir en quelques minutes, sans délai de ravitaillement. C'est précisément leur rapidité de mise en œuvre qui les rendait si dangereux et si prioritaires dans la liste des cibles américaines. Qui a tiré le premier ? La réponse officielle de Washington est claire. Les États-Unis ont agi en réponse à une tentative d'attaque imminente détectée par le renseignement. Mais à Téhéran, et dans plusieurs capitales européennes dont Paris, la question reste ouverte. Des sources diplomatiques françaises, citées par Le Monde, évoquaient, dès le lendemain matin, des signaux ambigus dans les jours précédant la frappe. Certains analystes se demandent si ce qui a été présenté comme une menace imminente n'était pas, en réalité, une réponse iranienne à des provocations antérieures non rendues publiques. C'est une question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude aujourd'hui, et il est probable que vous ayez vous-même un avis tranché sur ce point. À 2h31, soit 17 minutes après les premières explosions, les F-35A, basés en Jordanie et au Qatar, ont décollé. Ils volaient en mode furtif, tout système d'émission coupé, guidés par des données de ciblage transmises en temps réel par des drones MQ-9 Reaper circulant à haute altitude au-dessus du territoire iranien. Leur mission ? Neutraliser les batteries de missiles sol-air S-300 déployées autour des installations nucléaires de Natanz et de Fordo. Sans cette neutralisation préalable, aucun avion habité ne pouvait pénétrer l'espace aérien iranien sans risque majeur. Le S-300, système russe de défense anti-aérienne, est l'un des plus redoutables au monde. L'Iran en possédait 4 batteries opérationnelles, complétées par son propre système Bavar 373, développé domestiquement et présenté par Téhéran comme supérieur au S-300 russe. La première batterie S-300, positionnée à 12 km au nord-ouest de Natanz, a été touchée à 2h44 par 2 missiles JDAMER, des bombes guidées à longue portée, larguées par un F-35 qui n'a jamais été détecté par les radars iraniens. La batterie Bavar 373 de Fordo a résisté plus longtemps.
Elle a réussi à lancer 3 missiles intercepteurs avant d'être neutralisée à 3h02 par un tir de GBU-57, la bombe Bunker Buster de 13 tonnes, larguée par un B-2 Spirit décollé de la base de Diego Garcia, dans l'océan Indien, plus de 7 heures auparavant. Le B-2 Spirit. Il vole à 50 000 pieds. Il est invisible au radar et il peut transporter 16 bombes GBU-57 capables de percer 60 mètres de béton armé. C'est l'arme que l'Iran craignait le plus. C'est l'arme conçue spécifiquement pour détruire des installations nucléaires souterraines. Son apparition dans cette opération n'était pas un hasard, c'était un message. Pendant ce temps, dans le golfe Persique, la situation en mer atteignait un niveau de tension que les officiers de l'USS Gerald R. Ford n'avaient pas connu depuis des décennies. À 3h15, 12 vedettes lance-missiles des gardiens de la Révolution ont quitté le port de Bandar Abbas à grande vitesse, se dirigeant vers le détroit d'Ormuz. Leur objectif apparent, menacer le trafic maritime et potentiellement engager les escorteurs du groupe aéronaval américain. Les destroyers USS Harley Burke en patrouille ont immédiatement activé leur système de défense Aegis et ont mis en alerte leurs missiles SM-2 et SM-6. Des hélicoptères de combat MH-60R ont décollé pour surveiller les vedettes iraniennes. À 3h29, une de ces vedettes a tiré un missile anti-navire de type Nour, version iranienne du missile chinois C-802, en direction du destroyer USS Cole II. Le missile a été intercepté à 4,3 km du navire par un SM-2 tiré depuis l'USS Harley Burke. Aucun blessé. Mais la ligne venait d'être franchie. Pour la première fois depuis 1988, une unité navale iranienne avait ouvert le feu sur un bâtiment de guerre américain. La réponse a été immédiate. À 3h34, des FA-18 Super Hornet, décollant du pont de l'USS Gerald R. Ford, ont coulé 3 des 12 vedettes iraniennes et en ont endommagé 2 autres. Les 7 restantes ont fait demi-tour vers Bandar Abbas. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, était désormais sous contrôle américain effectif. Mais pour combien de temps? À Téhéran, dans les heures qui ont suivi, la panique s'est installée avec une rapidité que peu avaient anticipée. Les réseaux de téléphonie mobile ont été coupés dans les quartiers nord de la capitale à 4 heures, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Les stations-service ont vu se former des files d'attente de plusieurs centaines de mètres dès l'aube. Dans les quartiers de Elaïyeh et de Niavaran, des familles aisées chargeaient des voitures en direction des routes menant vers le nord, vers les montagnes de l'Alborz. Des scènes que personne en Iran n'avait vécues depuis la guerre Iran-Irak des années 1980. Des scènes qui rappellent, à ceux qui ont connu d'autres conflits, cette sensation particulière de voir le monde basculer dans quelque chose d'irréversible. Au Pentagone, la salle de crise était pleine depuis 23 heures la veille. Le secrétaire à la Défense avait été joint par téléphone sécurisé depuis la Maison-Blanche à 1h30. Le président avait approuvé la liste finale des cibles à 1h47 après avoir reçu confirmation que les équipes de renseignement avaient localisé avec certitude les systèmes de missiles mobiles. À 4h30, lors d'un briefing de presse d'urgence, le porte-parole du Pentagone a déclaré « Les frappes ont été précises, proportionnées et visaient exclusivement des infrastructures militaires iraniennes représentant une menace directe et imminente pour les forces américaines et nos alliés dans la région. » À Isfahan, sur les images satellites diffusées dans la matinée par des agences de renseignement open source comme Maxar Technologies, on pouvait voir 5 cratères distincts là où se trouvaient les hangars de stockage des missiles Fatah, le missile hypersonique iranien dont Téhéran avait fait une démonstration en 2023. Le Fatah, capable d'atteindre Mach 13 et de manœuvrer en phase terminale pour éviter les systèmes d'interception, représentait une menace de premier ordre. Ou du moins, il la représentait. Parce que dans la matinée du 15 avril, il n'en restait plus grand-chose. Au total, selon les premières évaluations américaines rendues publiques, 7 sites de missiles détruits ou sévèrement endommagés, dont 3 dépôts de Shahab 3, 2 rampes de Sajil et les hangars Fatah d'Isfahan. 4 batteries de défense antiaérienne neutralisées,
entre 180 et 240 drones Shahed 136 détruits dans leur hangar de stockage. Du côté iranien, les chiffres officiels divergeaient radicalement. Le CGRI annonçait 34 martyrs militaires et affirmait que la quasi-totalité des systèmes de défense avaient résisté à l'agression américaine. Des sources médicales iraniennes, contactées par des journalistes étrangers, évoquaient un bilan bien plus lourd, sans pouvoir le préciser. Côté américain, un F-35 endommagé par des éclats au-dessus de la province de Kerman, l'appareil ayant réussi à rejoindre l'espace aérien saoudien avant d'effectuer un atterrissage d'urgence. 2 pilotes légèrement blessés lors de l'interception du missile Nour. Aucune perte humaine confirmée. Des chiffres qui, s'ils sont exacts, témoignent d'une supériorité technologique écrasante, mais qui alimentent aussi la méfiance de ceux qui estiment que les bilans de guerre ne sont jamais ce qu'ils paraissent être au premier regard. C'est à ce moment précis, à 11h heure de Téhéran, que le porte-parole du CGRI a tenu sa conférence de presse. Debout devant un drapeau iranien, il a lu une déclaration en farsi, traduite simultanément. La République islamique d'Iran prendra des mesures stratégiques de représailles au moment et selon les modalités qu'elle jugera appropriées. Ces mesures ne seront pas limitées à la sphère conventionnelle. Pas limitées à la sphère conventionnelle. Ces 7 mots ont provoqué un silence de plusieurs secondes dans toutes les salles de crise du monde. À Washington, à Tel Aviv, à Paris, à Londres, à Riyad. Parce que chacun savait ce que cette formulation signifiait dans le langage diplomatique de Téhéran. Et la question que tout le monde se posait à cet instant, la question que vous vous posez peut-être vous-même en ce moment, est la suivante. Est-ce que l'Iran bluffait? Ou est-ce que Téhéran avait réellement quelque chose à jouer dans cette partie nucléaire? Pour comprendre la réponse, il faut revenir à ce que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique savaient depuis plusieurs mois. Depuis janvier de cette année, l'Iran avait refusé l'accès à ses inspecteurs à 3 sites souterrains, dont Fordo, le site d'enrichissement creusé dans la montagne, à 90 mètres de profondeur, conçu précisément pour résister à des frappes aériennes. Les caméras de surveillance de l'AIEA avaient été déconnectées. Et selon un rapport confidentiel cité par Reuters en mars, des centrifuges IR-6, les plus avancés du programme iranien, avaient enrichi de l'uranium à un taux de 84%, soit à 6 points seulement du seuil de qualité militaire fixé à 90%. 6 points. C'est la distance qui sépare un programme civil d'une bombe. Le directeur général de l'AIEA avait déclaré publiquement, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en février, « L'Iran a accumulé suffisamment d'uranium enrichi à 60% pour produire, après enrichissement supplémentaire, le matériau fissile nécessaire à plusieurs engins nucléaires. Le délai technique pour franchir ce seuil est estimé à quelques semaines, pas à plusieurs mois. Quelques semaines. La CIA, dans une évaluation classifiée dont des extraits ont été partiellement déclassifiés sous pression du Congrès, estimait que l'Iran n'avait pas encore pris la décision politique de construire une bombe. Mais elle ajoutait que le guide suprême Ali Khamenei avait délégué à une cellule restreinte du CGRI l'autorité de préparer toutes les options techniques nécessaires à une décision rapide. Ce qui signifie, en termes clairs, que la décision n'était plus une question de capacité, elle était une question de volonté politique. Et la destruction de l'arsenal conventionnel iranien dans la nuit du 14 au 15 avril venait précisément d'éliminer la principale alternative à cette option nucléaire. C'est le paradoxe terrifiant que les stratèges américains avaient théorisé, mais espéraient ne jamais voir se concrétiser. En détruisant les missiles conventionnels de l'Iran, les États-Unis avaient peut-être poussé Téhéran vers le seul levier de puissance qui lui restait. Le Mossad israélien, dont les analystes sont considérés comme les mieux informés sur le dossier nucléaire iranien, avait transmis une note d'alerte à Washington 36 heures avant les frappes, selon des sources citées par Haaretz. Cette note avertissait que toute frappe majeure contre les capacités conventionnelles iraniennes risquait de modifier le calcul stratégique de Téhéran de façon irréversible. La note avait été reçue, elle avait été lue, et l'opération avait été maintenue. Si vous étiez à la place du président des États-Unis cette nuit-là,
avec d'un côté les preuves d'une attaque imminente par missile balistique et de l'autre l'avertissement que frapper pourrait précipiter l'Iran vers le nucléaire, qu'auriez-vous décidé? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Et c'est précisément ce qui la rend si difficile à supporter. À l'ONU, le Conseil de sécurité s'est réuni en session d'urgence à 15 heures, heure de New York. L'ambassadrice américaine a présenté les preuves des préparatifs de tir iraniens, images satellites, interceptions de communication, données de positionnement des lanceurs mobiles. La Russie et la Chine ont immédiatement demandé un droit de réponse. L'ambassadeur russe a qualifié les frappes américaines d'actes d'agression unilatérale contraires à la Charte des Nations Unies et a annoncé que Moscou envisageait de renforcer ses engagements de défense avec ses partenaires régionaux. Une formulation suffisamment vague pour inquiéter sans constituer un engagement ferme. L'ambassadeur chinois a appelé à une désescalade immédiate, tout en refusant de condamner l'Iran. Israël, par la voix de son Premier ministre, a exprimé un soutien total aux actions défensives des États-Unis et a placé ses forces armées en état d'alerte maximale, rappelant ses réservistes dans plusieurs unités de défense aérienne. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui accueillent le quartier général de la 5e flotte américaine, ont publié des déclarations mesurées appelant à la retenue, tout en autorisant discrètement l'utilisation de leur espace aérien pour les opérations américaines, selon des sources diplomatiques. La France et l'Allemagne ont appelé à une solution diplomatique urgente et proposé leurs bons offices pour une médiation. Une proposition accueillie avec un silence poli à Washington et un rejet explicite à Téhéran. À 18h30, heure de Téhéran, Ali Khamenei a pris la parole pour la première fois depuis les frappes. Sa déclaration, diffusée sur la télévision d'État, était courte, 4 minutes exactement. Il n'a pas crié, il n'a pas agité le poing. Il a parlé d'une voix calme, presque douce, ce qui, pour ceux qui connaissent le style du guide suprême, est toujours plus inquiétant que la colère. Il a dit « L'ennemi croit avoir affaibli l'Iran. Il a, en réalité, libéré l'Iran de ses dernières hésitations. » Libéré de ses dernières hésitations. Dans les 24 heures suivant cette déclaration, 3 événements distincts ont accentué la tension à des niveaux que les analystes comparaient au pire moment de la crise des missiles de Cuba en 1962. Premier événement. L'Iran a officiellement expulsé les 2 derniers inspecteurs de l'AIEA présents sur son territoire et a annoncé la suspension de tous ses engagements au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C'est une ligne rouge que Téhéran n'avait jamais franchie, même au pire moment des tensions avec l'Occident. Deuxième événement. Des images satellites ont montré une activité intense autour de l'entrée du tunnel principal de Fordow. Des camions-citernes et des équipements lourds entraient et sortaient en continu. Les analystes de l'Institut James Martin pour les études de non-prolifération ont estimé avec une haute confiance que l'Iran était en train d'accélérer ses opérations de centrifugation dans ce site souterrain, hors de portée des bombes bunker buster américaines, même des GBU-57. Fordow est trop profond. Même le B-2 Spirit ne peut pas l'atteindre. Troisième événement. Dans la nuit du 16 avril, un missile balistique de portée intermédiaire, identifié comme un Shahab-3 modifié, a été tiré depuis le territoire iranien en direction de la mer d'Arabie. Il a atterri à 340 km de l'USS Gerald R. Ford. Ce n'était pas une attaque, c'était une démonstration. Un message envoyé en langage de missile. Nous avons encore des lanceurs mobiles que vous n'avez pas trouvés. Et nous savons où se trouve votre porte-avions. À bord de l'USS Gerald R. Ford, les 5000 hommes et femmes d'équipage ont passé cette nuit-là en état d'alerte maximale. Les FA-18 étaient armés et en attente sur le pont. Les destroyers USS Harley Burke formaient un périmètre défensif rapproché. Les sous-marins de classe Ohio, dont la position exacte reste classifiée, avaient reçu de nouveaux paramètres de ciblage. La guerre n'avait pas encore commencé au sens plein du terme, mais elle n'était plus une hypothèse. Dans les chancelleries européennes, une question circulait avec une urgence croissante. Et si l'Iran décidait de fermer le détroit d'Ormuz? 20% du pétrole mondial, 30% du gaz naturel liquéfié transitent par ce goulet de 54 km de large. Une fermeture
même temporaire, provoquerait une flambée des prix du pétrole à des niveaux que les économies européennes, déjà fragilisées, ne pourraient pas absorber sans dommages graves. Pour des millions de familles en France, en Italie, en Espagne, cela signifierait des prix à la pompe qui doubleraient en quelques jours. C'est cette dimension-là du conflit, pas les missiles, pas les drones, mais le prix de l'essence et du chauffage, qui transforme une crise géopolitique lointaine en quelque chose de très concret et de très proche. Les économistes de la Banque centrale européenne modélisaient en urgence 3 scénarios. Le scénario modéré, une hausse de 40% du prix du baril sur 3 mois. Le scénario sévère, une hausse de 80% avec perturbation durable des routes maritimes. Le scénario catastrophe, fermeture prolongée d'Ormuz, récession mondiale, instabilité politique majeure dans plusieurs pays importateurs. Personne ne voulait prononcer le mot « catastrophe ». Mais tout le monde l'avait à l'esprit. Pendant ce temps, dans les rues de Téhéran, la réalité était plus immédiate et plus humaine. Des journalistes iraniens indépendants, risquant leur liberté pour diffuser des images sur des plateformes accessibles via VPN, montraient des pharmacies dévalisées, des distributeurs automatiques de billets vides, des mosquées transformées en centres de distribution de nourriture dans les quartiers populaires du sud de la capitale. Un homme d'une 60aine d'années, filmé devant une station-service fermée, disait simplement, en farsi, les larmes aux yeux, « Nous ne voulions pas la guerre. Nous n'avons jamais voulu la guerre. » Une phrase qui résonne différemment selon qu'on entend depuis Washington, depuis Jérusalem ou depuis Paris. Le débat qui s'est alors ouvert dans les cercles diplomatiques et stratégiques portait sur une question fondamentale. L'Iran cherchait-il réellement à franchir le seuil nucléaire ou utilisait-il la menace comme levier de négociation pour obtenir la levée des sanctions et une garantie de sécurité? C'est la grande ambiguïté du dossier iranien depuis 20 ans. Et c'est une ambiguïté que Téhéran entretient délibérément, parce qu'elle constitue en elle-même une forme de dissuasion. Tant que personne ne sait avec certitude si l'Iran a la bombe ou est à 3 semaines de l'avoir, la menace fonctionne. C'est le paradoxe de la dissuasion nucléaire. Elle n'a pas besoin d'être réelle pour être efficace. Elle a juste besoin d'être crédible. Et après la nuit du 14 au 15 avril, après l'expulsion des inspecteurs de l'AIEA, après le tir de démonstration du Shahab 3, après les mots de Khamenei sur les « dernières hésitations », la menace était devenue très, très crédible. Des sources au sein de l'administration américaine, citées anonymement par le Washington Post, indiquaient que des options de frappe préventive contre Fordo étaient à nouveau à l'étude. Mais le problème technique restait entier. Fordo est à 90 mètres sous terre, dans la roche. Les GBU-57 peuvent pénétrer 60 mètres de béton armé, mais pas 90 mètres de roche granitique. La seule option militaire techniquement capable de détruire Fordo serait une arme nucléaire tactique, et personne, ni à Washington ni ailleurs, n'était prêt à franchir ce seuil-là. Du moins pas encore. C'est ici que le monde se trouve en ce moment. Pas dans un après, dans un pendant. Dans ce moment suspendu, où chaque décision prise dans les 48 prochaines heures pourra être analysée, dans 10 ou 20 ans, comme le moment où tout a basculé, dans un sens ou dans l'autre. Les diplomates négocient en secret. Les militaires planifient des options qu'ils espèrent ne jamais avoir à exécuter. Les marchés financiers oscillent entre panique et attentisme. Et dans les bunkers souterrains de Fordo, des centrifuges continuent de tourner, silencieusement, enrichissant de l'uranium à un taux qui se rapproche, heure après heure, de ce seuil fatidique de 90%. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Personne ne le sait avec certitude. Pas les agences de renseignement, pas les think tanks, pas les généraux. L'Iran peut choisir de négocier, en utilisant sa progression nucléaire comme monnaie d'échange pour obtenir des concessions. Il peut choisir d'escalader en frappant des cibles américaines ou israéliennes par l'intermédiaire de ses proxys au Liban, en Irak, au Yémen. Il peut, dans le pire des scénarios, décider que la seule façon de garantir sa survie en tant que régime est de se doter d'une capacité de dissuasion nucléaire effective et d'agir en conséquence avant que les États-Unis ou Israël ne l'en empêchent définitivement. Et les États-Unis? Ils ont démontré leur capacité à frapper fort et précisément.
Mais ils ont aussi démontré les limites de la puissance militaire conventionnelle face à un adversaire qui a enterré ses actifs les plus précieux à 90 mètres sous terre et qui est prêt à jouer une partie que personne d'autre ne veut jouer jusqu'au bout. Les horloges nucléaires tournent, les centrifuges de Fordo tournent, et quelque part dans ce goulet de 54 km qu'on appelle le détroit d'Ormuz, des navires de guerre de deux des armées les plus puissantes du monde se regardent dans les yeux, dans l'obscurité, chacun attendant que l'autre fasse le prochain mouvement. Ce qui est certain, c'est que le monde de demain ne ressemblera pas au monde d'hier. Et la question de savoir qui, de Washington ou de Téhéran, aura le dernier mot dans ce bras de fer, et à quel prix pour le reste du monde, est une question qui mérite d'être posée, débattue, et surtout, pas oubliée derrière le flux incessant de l'actualité quotidienne.